Salut à tous! Merci à ceux qui ont répondu à mon mail concernant la vidéo d'aujourd'hui. Donc finalement, j'ai opté pour le penseur, mais je pense que je ferai de toute façon les autres thématiques par la suite. Donc au programme aujourd'hui, on va évoquer ce penseur par Rodin. C'est une sculpture qui date des années 1880. L'original, en fait, mesurait environ 70 cm. Ensuite, elle sera agrandie. Et c'est une œuvre qu'on peut voir en plusieurs exemplaires, mais notamment au musée Rodin. Donc, comme je vous le disais à l'instant, l'œuvre existe en plusieurs exemplaires, donc ne soyez pas étonnés. Je sais que souvent on a une image de l'art où on imagine que les œuvres existent qu'en un seul exemplaire, qu'elles sont uniques, mais c'est pas vraiment le principe de la sculpture et qui plus est au 19e siècle. Évidemment, ce sera à l'époque de Michel-Ange, ça serait un petit peu différent, mais à l'époque de Rodin, on est dans un art qui est lié à l'édition, donc on fait des répliques en fait des sculptures. La sculpture de base, elle est modelée. Rodin est un très grand modeleur comme beaucoup de sculpteurs du 19e. C'est pas un tailleur, pour le coup, il ne sait pas tailler le marbre et c'est pas une exception à l'époque du 19e siècle. Donc tout se fait d'abord avec une œuvre qui est en argile, qui ensuite va être une base pour reproduire l'œuvre en marbre, donc taillée par des praticiens, ou en bronze, fondu par un fondeur. Et donc à partir du moment où vous avez un moule pour faire une fonte, eh bien vous pouvez la fondre en plusieurs exemplaires. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez le penseur au musée Rodin, au musée, je sais pas, au musée d'Orsay, et puis dans des musées également qui sont à l'étranger. Hein, c'est normal, c'est le principe même de la sculpture. Donc je reviens sur l'histoire de cette œuvre. Je vous disais, elle date des années 1880. Et pour comprendre vraiment l'historique de cette œuvre, il faut que je vous ramène à une commande primitive de Rodin, donc en 1880, qui est la commande de la Porte de l'Enfer. C'est une commande d'une porte monumentale pour un musée que l'on souhaite construire à l'emplacement actuel du musée d'Orsay. Donc ce musée finalement ne sera jamais construit, ça devait être un musée des arts décoratifs. Et on veut une porte monumentale qui va représenter le sujet de l'enfer de Dante. C'est un sujet qui n'est pas original à l'époque de Rodin. Au 19e, énormément d'artistes sont friands de l'enfer de Dante, beaucoup les romantiques, donc on est environ 50 ans avant Rodin, mais les romantiques avaient beaucoup travaillé sur ce sujet parce que l'enfer de Dante, c'est un sujet qui est un petit peu torturé, un peu pour tous les artistes qui s'intéressent à l'émotion, l'expression, etc. Donc je vous rappelle hein, que Dante, c'est un poète italien qui a écrit ce poème sur l'enfer où il visite l'enfer, il rencontre les damnés. Et donc le principe de cette porte de l'enfer, ça va être de représenter la chute des damnés. Donc vous voyez, vous avez deux vantaux avec un amoncellement de plein de petits personnages qui sont les damnés qui sont en train de chuter. Et si vous regardez de plus près, ben vous verrez que le penseur, il fait partie de cette porte de l'enfer. C'est par la suite que Rodin va extirper en fait cette œuvre, et il le fera avec d'autres personnages d'ailleurs de la porte. Il va l'agrandir et il va en faire une œuvre à part entière. Mais au niveau originel, le penseur fait vraiment partie intégrante de la porte. Il est dans la partie supérieure et dans un premier temps, il était censé représenter Dante. C'est pour ça qu'il est assez central et qu'il est en train de penser, puisque Dante, c'est celui qui écrit le poème, et en même temps, il est en train d'observer les damnés qui sont sous ses pieds, parce que Dante, c'est le héros principal de son propre poème, c'est celui qui visite l'enfer et qui rencontre du coup les damnés, hein, les gens qui se retrouvent en enfer. Sauf que, en fait, quand on regarde la sculpture de Rodin, franchement, elle ne ressemble pas à Dante, enfin pas à l'image que l'on a habituellement de Dante. Alors à titre de comparaison, voilà une sculpture qui a été faite 1 ou 2 ans en fait avant celle de Rodin, que vous pouvez voir au Petit Palais, qui est un Dante sculpté par Paul Aubé. Et vous voyez vraiment là la tête de Dante telle qu'on la connaît. Vous pouvez la voir aussi sur les pièces de 2 € italiennes. Hein. Dante, généralement, quand on le représente, il a un faciès reconnaissable, il a un nez crochu, il a le menton qui revient, il a un visage un peu acéré, et il a cette espèce de bonnet caractéristique qui lui couvre les oreilles, et souvent il a une couronne de laurier. Or, quand on regarde l'œuvre de Rodin, on ne retrouve pas toutes ces caractéristiques. Au contraire, il est monsieur tout le monde, en fait. Il n'a pas de caractéristiques propres. Il est comme universel et conceptualisé. Et c'est la même chose pour son corps, parce que vous voyez que Rodin ne montre pas de vêtements. On aurait pu reconnaître Dante avec des vêtements du 14e ou quoi. Or, il est nu. Et donc, on revient vraiment à un principe totalement universel. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Rodin. C'est-à-dire qu'il part d'un sujet de base, un sujet précis, et puis finalement, plus il avance dans ce sujet, plus il s'en défait, et plus il arrive à une espèce de conceptualisation du sujet qui se réduit qu'à l'essentiel,
Et finalement, bah, avec les années, on n'a plus aucune raison d'appeler cette œuvre Dante, et donc on va finir par l'appeler le penseur, parce que c'est ce qu'elle incarne finalement. Alors bien sûr, c'est d'autant plus, hein, comme je vous disais, que cette œuvre va être sortie de la porte, agrandie, et va devenir une œuvre à part entière. Donc du coup, elle n'est plus liée en plus à son sujet primitif de la porte et donc de Dante. Ce qui m'intéresse aussi sur ce penseur, c'est de voir un peu le travail du corps chez Rodin. Rodin s'intéresse beaucoup au nu masculin, tout comme Michel-Ange. Et Michel-Ange va être un des grandes influences de Rodin. On retrouve un corps qui est très puissant, très musculeux, des pieds qui sont grands, des mains qui sont grandes aussi, et qui montrent vraiment le caractère massif du personnage. Et ça peut être une influence de Michel-Ange. Rodin a vu les œuvres de Michel-Ange puisqu'il a fait un voyage en Italie. Et donc notamment ce qui a pu l'influencer, ce sont les œuvres du Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, avec ses corps très puissants que j'appelle un peu, quand on les regarde de dos, des sortes de carapaces, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, où le dos, on dirait qu'il grouille de vie. Il est tellement musculeux qu'il paraît même plus crédible au niveau de l'anatomie. Autre influence aussi qui a pu s'exercer sur Rodin, quelques années avant lui, environ 25 ans avant lui, Carpeau avait fait une représentation de Ugolin, qui est un sujet de l'enfer de Dante également. Et vous voyez que la posture est très semblable. Carpeau est lui-même aussi influencé par Michel-Ange, donc on va retrouver la même musculosité, la même puissance du corps. Et en plus, vous voyez ce personnage qui semble un peu penser. Il a une sorte d'introspection, de réflexion sur lui-même, et puis bien sûr cette posture qui rappelle clairement celle du penseur. J'insiste aussi sur un point qui ne saute pas aux yeux, si on ne se pose pas de questions, hein, mais c'est que la posture du penseur, elle est clairement pas naturelle. Rodin va beaucoup s'intéresser à ça, à toutes les postures qui mettent le corps à l'épreuve, qui met le corps dans des situations qui ne sont pas naturelles. Et vous voyez que là, le corps, il est complètement en torsion. Il aime bien ça, les contorsions, etc., Rodin. Et c'est assez intéressant parce que quand je vais au musée Rodin et quoi, je regarde les touristes qui se prennent en photo et ils imitent le penseur et tout. Et en fait, ils imitent mal le penseur. La plupart du temps, ils posent le coude sur la jambe du même côté que leur coude. Or, quand vous regardez ce penseur, vous voyez que le coude, il va chercher le genou opposé. Et du coup, il crée vraiment une torsion du buste et de la cage thoracique qui va permettre de dynamiser l'œuvre et qui permet, comme je disais, d'insister sur des postures qui ne sont pas spécialement naturelles, hein, avec ce principe de torsion du corps. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté quelques clés pour mieux comprendre cette célèbre sculpture de Rodin. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir quand je vois les commentaires, c'est assez enthousiasmant et motivant. Donc allez-y, lâchez-vous et à une prochaine fois pour une autre œuvre d'art.